Ça s'appelle de la mensualité. Ouais, j'ai pas fait Ah non, c'est trop tard. Allez, par là. Allez, c'est parti. 5, 4, 3. Alors. Il reste 2 tucs. Vous n'allez pas baisser ça comme dirait ma maman? On a dit premier arrivé, premier servi. Allez, un tuc. Il reste un tuc. Ah non, il reste plus 2. Donc on va poursuivre avec les investissements en campagne, avec Guillaume Malguer du Club Immobilier et Émilie Rano dans mon dos. Voilà, je laisse la parole à Guillaume. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Bon. Alors, moi je vais vous parler en effet d'investissement dans la campagne. D'abord je vais me présenter un petit peu quand même. Donc je m'appelle Guillaume Malguer, j'ai 29 ans. Je suis investisseur immobilier à temps plein maintenant. Et je fais également de l'accompagnement dans l'investissement immobilier via la société Club Immobilier avec Émilie qui est derrière là-bas, vous avez vu tout à l'heure. C'est une société, si vous voulez, qui fait l'accompagnement immobilier, mais ça ne veut pas dire grand-chose pour vous peut-être. C'est-à-dire qu'on va accompagner des particuliers dans toute leur démarche d'investissement, dans certains cas de la recherche du produit, en passant par toutes les phases, c'est-à-dire toute la partie maîtrise d'œuvre, les plans, la description de travaux, la consultation des entreprises, le suivi de travaux derrière, etc., jusqu'à parfois la mise en place des locataires. Donc ça c'est un peu pour vous expliquer mon quotidien, c'est-à-dire à la fois cette casquette d'investisseur immobilier et cette partie d'accompagnement immobilier. Donc moi je suis venu vous parler aujourd'hui de l'investissement à la campagne et pour vous expliquer davantage pourquoi je vais vous parler de ça, je vais vous parler de mon parcours. Moi je suis toulousain à la base, je suis toulousain, j'ai grandi à Toulouse, je suis parti vivre après en région bordelaise et j'étais conducteur de travaux dans le bâtiment. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser finalement à l'immobilier et j'ai commencé directement finalement par l'achat d'immeubles. Donc c'est vrai qu'on n'a pas parlé on a parlé d'investissement finalement à la campagne, mais on n'a pas parlé de la typologie. Moi j'achète que des immeubles. Alors bien sûr, quand on entend parfois le mot immeuble, on pense à des produits à 500 000, 1 million d'euros. Moi mon premier immeuble que j'ai acheté, je l'ai payé 150 000 euros. Il y avait 6 appartements, mais bon, c'était pas Paris, clairement. Alors, on était dans le Lot-et-Garonne. Et il y a environ 250 habitants dans la ville, enfin dans le village, on va dire. Et donc, c'est un produit, c'est vrai qu'on peut se dire, attends, mais pourquoi tu vas t'emmerder à faire ça, quoi? Pourquoi tu vas acheter finalement dans un bled paumé, parce que là on peut le dire, franchement, 250 habitants, pourquoi tu vas t'embêter à aller acheter un immeuble là-bas? Ben, c'était mon premier investissement, et quand j'avais regardé un peu ce qui se faisait autour de la région bordelaise, puisque j'étais sur Bordeaux à ce moment-là, je trouvais absolument rien. C'est-à-dire que déjà dans mon budget à 150 000 euros, je trouvais rien. Et j'avais, moi, la problématique de me dire que je voulais absolument pas être embêté avec la copropriété. Voilà. Le principe de copropriété me gênait beaucoup par rapport au fait de ne pas maîtriser les charges, ce genre de choses. Donc je voulais forcément avoir une monopropriété de l'ensemble avec un budget de 150 000 euros et un autofinancement. Voilà. Et finalement, avec ces différents éléments, la seule chose que j'ai pu trouver, c'était cet immeuble-là. C'était un immeuble, 150 000 euros, et on avait tout qui était loué, 6 appartements, cité 2, et c'était loué 1 500 euros par an. Donc, pour certains qui font de l'investissement aussi en zone rurale ou hors en tout cas des grandes villes, ils vont me dire, ouais, en effet, c'est un produit qui n'est pas déconnant en termes de rentabilité, c'est-à-dire qu'on va être sur 12% brut, mais honnêtement, sur une ville de 250 habitants, c'est quand même risqué, quoi. C'est quand même très risqué. Là, il ne faut pas oublier qu'on était en 2013,
D'accord, on est en 2013, ça n'existait pas, c'est-à-dire ces rendez-vous-là qui peuvent exister, finalement ces séminaires immobiliers, les rencontres d'investisseurs n'existaient pas. Et finalement, on n'avait pas l'occasion de partager nos expériences, on n'avait pas l'occasion de parler de nos trouvailles à d'autres personnes. Et quand moi j'évoquais la possibilité d'investir dans des villes à la campagne, ben, tout le monde me disait que j'étais fou, quoi, que c'était complètement délirant et que je n'allais jamais trouver de locataire. Et en fait, j'ai pas écouté, c'est vrai, j'ai pas écouté ce qu'ils m'ont dit. Je pense qu'il y avait un brin de folie quand même, parce que honnêtement, 250 habitants, que des T2 en plus, c'était pas des T2 gigantesques, on avait des T2 qui faisaient 32 mètres carrés, je fais à 38 mètres carrés, donc en plus, c'est vraiment pas grand. Voilà, ça arrive. Et voilà, je sais plus ce que je disais, merci Xavier. Voilà, donc c'était des petits logements, si vous voulez, pour une ville comme ça. C'est-à-dire qu'à Paris, vous avez des T2, genre un T2 de 28 mètres carrés, c'est pas déconnant, enfin ça existe, quoi. Quand plus vous allez vous éloigner des grandes villes, un T2 c'est 40-45 mètres carrés, c'est pas normal, quoi. C'est correct, c'est quelque chose de correct. Et là je suis parti sur un truc un peu risqué. Les produits étaient rénovés, enfin semblaient rénovés, d'accord, dans le principe. Et je me suis dit, bon bah si c'est loué au moment où j'achète, c'est que ça se loue, quoi. En fait, mon analyse s'est arrêtée là. J'ai même pas fait d'analyse, j'ai rien fait du tout. C'est-à-dire que je suis allé complètement en freestyle sur ce truc-là. Et je dis, ok, je fais une offre d'achat. J'ai quasiment rien négocié, je crois que j'ai négocié 5 000 €, alors qu'aujourd'hui je me dis, mais franchement, t'es complètement con, t'aurais pu négocier énormément. Enfin, je veux dire, c'est un produit sur lequel personne ne voulait aller. Et moi, je pensais être en concurrence avec des gens parce que je pensais que j'avais trouvé l'affaire du siècle, en fait. Je pensais avoir trouvé le produit à 12%. Je me disais, mais personne ne me parle de produits qui existent à 12% de rentabilité. Donc, je suis allé sur ce produit-là. Et en plus, pour vous expliquer, je l'ai acheté, j'ai fait mon offre d'achat, si vous voulez, quand j'habitais à Bordeaux, et j'étais en train de déménager, je partais vivre à Paris. Donc on s'est dit, comment je vais gérer un truc de 250 habitants finalement, en ayant dans le Lot-et-Garonne, c'est-à-dire en gros pour vous donner entre Toulouse et Bordeaux, et je vais vivre à Paris, quoi. Donc c'était complètement fou comme idée et comme imaginaire. Finalement, au départ, ce qui s'est passé, c'est que mes parents habitaient sur Toulouse et je les ai un peu utilisés pour faire la gestion pendant quelques mois, si vous voulez, de ces produits-là. Alors au début, ils étaient loués, donc il n'y avait rien à faire. Et on va dire, les quelques premières rotations, je les ai embauchés pour qu'ils le fassent. Eux, ils étaient peut-être à 2h, 2h15 de route. Et moi, j'avais 7 heures de route, donc c'était juste pas possible sur un week-end de descendre juste pour faire visiter. Faut pas oublier qu'un T2, là-bas, moi, je l'ai loué 250 €. Donc rien qu'en péage, en essence, je faisais l'aller-retour, c'était presque un mois de loyer que je faisais partir, quoi, rien que pour le déplacement. Donc c'était pas possible de faire comme ça. Et les agences immobilières, c'était aussi un problème. Parce qu'en fait, dans un village de 250 habitants, il n'y a pas d'agence immobilière. Et les agences immobilières les plus proches, elles étaient à 15-20 bornes. Et il faut aussi imaginer, se mettre à la place de l'agence immobilière qui va dire, attendez, je vais vous prendre un mois de loyer. Mais un mois de loyer, 250 balles, c'est rien, quoi. C'est rien du tout pour eux. Donc au final, ça ne les intéressait pas du tout de gérer ces produits-là. Et je me suis dit, si eux, ils ne sont pas super motivés, mais je ne vais jamais louer mon truc, c'est sûr, ça va être la merde. Donc je me suis dit, bon, je vais le gérer moi-même. Et donc je vous dis, au début, c'était mes parents qui s'en occupaient, et rapidement, j'ai dû m'en occuper moi-même. Donc les rotations, rapidement, j'ai trouvé une solution qui était un peu particulière, c'est-à-dire que c'était un de mes locataires qui faisait les rotations. Donc au moment où ça s'est mis en place, c'était plus mon locataire. C'est-à-dire que j'ai eu une très bonne relation pendant la phase locataire, et au moment où la personne est partie, on a gardé un bon contact, et au début, elle m'a dit simplement, écoute Guillaume, s'il y a besoin de temps en temps de faire un petit coup de ménage, c'était une personne qui était en chômage tout simplement, elle m'a dit, s'il y a besoin de temps en temps d'aller faire le ménage dans les parties communes, ça ne me dérange pas. Donc je dis, bon, ok, moi ça peut m'intéresser, ça permet d'avoir des parties communes propres, etc. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoute, est-ce que ça te dérange de rester dans le même village, rester vivre dans le même village, si vous voulez? Je lui ai dit, est-ce que ça te dérange de faire visiter de temps en temps, quoi? Et puis au final, petit à petit, elle s'est occupée de tout, des entrées-sorties, les contrats de location, c'est moi qui les gère et qui les envoie. La sélection des locataires, c'est moi qui l'a fait à distance. Et je veux juste en fait une confirmation de sa part que le mec ou la femme a l'air correct, quoi. Voilà. Simplement que visuellement, je sais pas, il n'y avait pas un truc hyper louche, quoi. Il n'y a même pas avec 4 ou 5 chiens déjà, ça serait problématique. Et qu'il n'y ait pas un truc louche que j'ai pas pu détecter, on va dire, au téléphone ou par échange de mails. Bon. Rien qu'un mail, rien que si vous voulez dans des villages comme ça, rien que le fait de demander des documents comme l'avis d'imposition, les fiches de paye, etc. Rien que demander ça, si la personne vous l'envoie, c'est déjà pas mal.
honnêtement. C'est-à-dire que ça fait une vraie sélection. À Paris, quand vous voulez monter un dossier, vous montez un dossier, ça paraît logique à tout le monde si vous voulez de monter un énorme dossier. Là-bas, les gens en visite et des fois ils me disent c'est bon, je le prends. Je dis mais non, c'est pas toi qui choisis. Tu me demandes est-ce que je peux l'avoir et moi j'analyse ton dossier. Mais non, les gens disent ok, c'est bon, ça me va. Je dis, ah, ouais, non, je vais réfléchir, j'ai d'autres visites et voilà quoi. Et il y a une réflexion qui est comme ça. Donc si vous demandez les documents et que vous avez tous ces documents, vous vous dites ok, le mec est motivé déjà, c'est déjà pas mal. Moi, pour vous raconter quelques anecdotes sur ce produit-là, j'ai eu dernièrement, là, mon dernier impayé, c'est sur cet immeuble-là, malheureusement. Et ça va contredire tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que la personne m'avait tout envoyé, j'avais tout. Les fiches de paye, photo d'identité, etc. Et là, j'ai reçu, la semaine dernière, j'ai reçu un courrier en recommandé, en me disant, bon ben voilà, j'ai des problèmes financiers. Alors ça faisait 2 mois qu'il était là. Et quand il est rentré, ça allait très bien. Il avait une société, ça tournait du feu de Dieu, et en 2 mois, ben, apparemment, ça allait plus. Et du coup, il m'a dit, j'ai des problèmes financiers, je pars au 1er décembre. Et gardez la caution, je pars au 1er décembre. Je lui ai dit, bon, bah déjà, il aurait pu m'appeler, tu vois, c'était quand même un minimum. Du coup, il me fait un préavis un peu à la con, je ne sais pas dans quel état je vais récupérer le bien. Et surtout, bah, le lendemain, je reçois un autre courrier, qui est cette fois de ma banque, qui me dit que les chèques qu'il m'a envoyés, ben, effectivement, ils sont sans solde. Enfin, ils sont en bois. Donc, du coup, tout ce que je pensais avoir gagné par rapport au précédent mois, enfin, j'ai reçu un courrier, si vous voulez, pour le dernier chèque de loyer, c'est-à-dire le mois d'octobre, comme quoi, finalement, il était sans provision. Donc là, je me dis, merde, finalement, je pensais que ça allait s'équilibrer en me disant, bon, ben, je récupérerai la caution. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ben, lui m'a annoncé qu'il partait le 1er, donc hier. C'est qu'il répond pas au téléphone. C'est que j'ai pas les clés de l'appartement. Et donc, je sais même pas comment je vais récupérer les clés. Donc, en soi, comme j'ai un courrier qui me dit qu'il part le 1er, je peux faire venir quelqu'un et changer la serrure. Et je dirais que, voilà. Non? Ah, vous confirmez que non? Non, ça c'est pas bon. Bah, moi j'ai un courrier comme quoi il s'en va. Ça vaut rien. Hein? Si vous ne faites pas une procédure d'expulsion, ça s'appelle une violation de domicile et c'est correction. Bah, comment ça peut se savoir? Ça peut savoir, c'est la loi, c'est ce que nous disait Non, tout mais- à l'heure le précédent. J'entends. Non mais, j'entends. Bien sûr, j'entends bien. Mais après, non mais après, il y a le risque, non mais il y a la loi et il y a ce que moi je ferais. Voilà. C'est 2 choses, voilà. Après, je suis pas juriste, voilà. Ne vous trompez pas, si vous appelez ce cas, c'est qu'il connaît parfaitement ses droits. C'est que c'est la période d'hiver, c'est de toute façon vous ne pourrez pas le mettre Non, non mais, Et en fait, si vous voulez, non mais j'entends. Non mais, pour vous expliquer, il vit plus dedans, il n'y a plus personne dedans qui vit à l'intérieur. Puisque moi j'ai de la personne justement qui gère les biens là-bas qui y va et il me dit il n'y a jamais personne, il n'y a plus personne. Donc je vais continuer à le contacter, pour l'instant j'ai rien fait. Mais c'est juste que, voilà, bien sûr c'est une gestion de risque. C'est en disant bah, qu'est-ce que je fais quoi, voilà. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change et je dis bah non, on a fait un état des lieux, voilà. Est-ce que vous avez le truc, vous m'aviez écrit moi voilà, c'est une situation qui est complexe aujourd'hui. Je n'ai pas de solution, j'espère le régler à l'amiable en récupérant simplement les clés. J'espère que ça va se passer comme ça, mais pour l'instant, j'en sais rien. Donc, c'était pour vous montrer que malgré tout ce qu'on peut imaginer et se dire que ben voilà, on a tous les documents nécessaires, finalement, ben, parfois ça suffit pas. Et même si aujourd'hui j'ai sa carte d'identité, si j'ai tous ces éléments-là, ben, vous imaginez bien que je vais pas aller me battre pour 250 balles. C'est ça le truc. On parle de 250 €, donc je vais pas lancer une procédure pour ça, et il en est conscient, donc il sait très bien que ça va rien changer. Vous avez des choses à dire? Non. Non, je voulais juste simplement préciser, tu Oui. disais que tu n'étais pas juriste. Dans la salle, donc il y a maître Dimitri Boja qui est Oui, oui. avocat. Oui, non mais, bien sûr. Je pense que c'est pour ça qu'il se permettait Oui, non, mais d'intervenir. j'imagine qu'il le disait en connaissance. Voilà, c'était pas D'accord. pour tomber. Non, pas de souci. Non, mais après, on est tous conscients aujourd'hui que tout le monde ne respecte pas tout par rapport à cette problématique-là. Après, il y a en effet la loi. Jusqu'à présent, j'ai toujours essayé de faire comme il fallait. On n'y est pas encore à la méthode où j'appelle 2 copains et on le sort de force, on n'en est pas là. Mais c'est vrai que la problématique, c'est que si je lance une procédure qui va durer 1 an avec un mec comme ça qui vit plus dedans, enfin on s'en sort pas quoi. On s'en sort pas sur une problématique comme ça. Donc je suis d'accord que c'est pas la loi, mais voilà. Je sais pas comment ça va être réglé encore, j'en sais rien. J'espère qu'il répondra et qu'il au moins que de toute façon, moi la prochaine méthode, ça va être simplement de lui dire laissez-moi les clés dans la boîte aux lettres et partez. Voilà. Mais simplement qu'il me laisse la clé pour que je puisse rentrer et voilà.
Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer cette petite parenthèse par rapport à ces éléments-là. Donc pour revenir à la campagne et aux investissements en campagne, aujourd'hui, sur un produit comme celui-ci, ça fait donc depuis 2013 que je l'ai, je dois avoir un taux de remplissage autour de 95%. Donc on pourrait imaginer finalement qu'avec un produit à la campagne, 35 mètres carrés, 250 habitants, on ait une grosse problématique de vacances locatives. C'est pas le cas. C'est pas le cas du tout parce qu'en fait, on va avoir moins de choix, c'est clair. C'est-à-dire que quand je vais mettre une annonce, je vais pas avoir 15 personnes qui vont appeler dans la journée, quoi. Parce que de toute façon, il n'y a pas 15 personnes dans le village qui cherchent un bien, clairement. Mais par contre, je vais avoir un taux de transformation très important. C'est-à-dire que une visite de locataire, on va dire, dans les 3/4 du cas, la première visite, la personne voudra le produit. Voilà. Après, à moi de dire si je le veux ou pas. Mais en tout cas, j'aurai une grande capacité de transformation derrière. Je ne vais pas faire, en général, je ne fais pas beaucoup de visites pour un produit. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits sur le marché. Et surtout que moi, je me place, si vous voulez, l'objectif pour moi, c'est de faire simplement des produits plus qualitatifs que la normale. Je ne dis pas de faire du haut de gamme, ça ne sert à rien. Vous imaginez bien que sur un produit à 250 € par mois, vous ne pouvez pas mettre un canapé à 1500 €. C'est déconnant. Puisque, pour revenir là-dessus, sur ces 6 appartements, il y en a 2 qui ont été passés en meublé. Donc, en plus, je fais du meublé dans un truc de 250 habitants. Donc je me complique un peu la vie. Mais c'est juste que j'avais 6 appartements qui étaient identiques. Donc je me suis tout simplement dit que ça allait être problématique à un moment donné. Donc j'ai voulu varier cette problématique en me disant, bon, bah, j'en propose 2 en meublé et 4 en non meublé. Et au final, ça marche plutôt bien. Comme ça, si je me dis j'en ai 2 de libres, c'est-à-dire un meublé, un non meublé, bon, bah, si quelqu'un en veut, j'ai l'un ou l'autre à lui proposer. Ça me permet, si vous voulez, de réduire un peu ce risque-là. Et donc ça, c'était mon premier immeuble que j'ai acheté. On était à 12% brut et c'était pour moi la meilleure affaire que je pouvais faire. Et dès le second immeuble, je me suis aperçu qu'en fait j'avais fait une grosse connerie. Déjà, j'avais acheté en nom propre un immeuble sur lequel, à la base, je ne faisais pas de location meublée, donc je faisais que de la location nue. J'avais fait aucun travaux sur cet immeuble puisqu'il était déjà loué. Donc il était déjà loué et déjà rénové. Donc en termes de fiscalité, je me faisais un peu exploser, on va dire. D'accord ? Et dès le deuxième, je me suis dit, bon, bah, faut que je rééquilibre cette problématique. Et la rééquilibrer, finalement, c'était pas me dire, bah, je vais acheter un SCI, parce que finalement, si j'achetais par exemple un SCI LS, si j'achetais un SCI LIS ou toutes ces choses-là, ça n'allait pas m'impacter sur ma fiscalité en nom propre. Et à vrai dire, j'avais très peu de connaissances sur les SCI. Je m'étais lancé un peu vraiment à l'arrache. La seule éducation financière que j'ai eue justement par rapport à la fiscalité, ça a été de lire le site des impôts et d'essayer de comprendre par moi-même ce que je pouvais faire. Donc c'est pour ça que lors du deuxième projet, je me suis dit, bon, bah, je vais faire des travaux. Voilà. Donc j'ai acheté mon deuxième immeuble, qui était un immeuble avec 4 appartements, d'accord, 4 appartements et un local commercial. Je n'étais pas très fan de local commercial à la base, mais il était loué, ça faisait une dizaine d'années que c'était loué. Il y avait que ça qui était loué dans l'immeuble, et le reste était à rénover. Et pour vous donner des chiffres, donc on était à 65 000 € à peu près l'immeuble, avant travaux, ok, et j'ai remis à peu près 65 000 € de travaux. Avec ça, on a rénové 3 des apparts, et le 4e, on l'a agrandi. On a utilisé le local poubelle pour faire une chambre. Voilà. Donc du coup, on est passé, parce que j'avais 3 studios en fait, sur un immeuble comme celui-ci. J'avais 3 studios, un T3 et un local commercial. Et on était dans une ville de 5000 habitants. Donc déjà, on a fait un bond, là, on passait de 250 à 5000, c'était énorme pour moi. Et le truc, c'est que quand même, faut pas oublier que 3 studios dans une ville de 5000 habitants, c'est presque aussi risqué que les T2, on va dire, dans un village de 250 habitants. Quoi. Donc c'était vraiment risqué pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai eu cette idée de me dire, bon, bah, le local poubelle, je vais essayer d'en faire quelque chose. Il était dégueulasse, et il ne faut pas oublier une chose que vous ne devez sûrement pas savoir, c'est que dans nombreuses petites villes en France, vous n'avez pas de poubelle en fait, enfin, vous n'avez pas de conteneurs. D'accord ? Les gens prennent leur sac simplement et ils le mettent devant chez eux. Donc ça se passe comme ça. Il n'y a pas de conteneur. Donc il n'y a pas forcément besoin en réalité d'avoir de local poubelle. Donc c'est pour ça que j'ai transformé ce local poubelle en chambre, qui n'est pas réellement une chambre parce qu'on fait moins de 9 mètres carrés, mais au final ça me permet d'avoir quand même une pièce supplémentaire. C'est un produit qui était loué 250 € par mois, à la base, avant que je l'achète, d'accord ? Et là, en le rénovant et en créant simplement cet espace supplémentaire, je le loue aujourd'hui 360 €. Donc finalement, en rajoutant juste une petite pièce qui fait 8 mètres carrés, j'ai pu le louer 110 € de plus
et ça m'a coûté 7 000 € de créer cette pièce supplémentaire. Et quand moi je me rappelle, quand j'ai demandé à l'artisan, je lui ai dit, écoute, tu peux me faire un chiffrage pour juste une pièce supplémentaire? Il m'a dit non, ça va te coûter trop cher, laisse tomber. Il me dit, ça va coûter 1 000 € du mètre, juste pour rajouter une chambre, ça sert à rien. Je dis non, mais je ne demande pas si c'est trop cher ou pas. Je lui ai dit, fais-moi ton chiffre. Et là, il m'a dit 7 000. Et j'ai dit, mais attends, 7 000 pour 110 €, mais bien sûr, je le fais. En plus, j'étais en déficit foncier. Donc je me suis dit, bah, c'est super, mais 7 000 € ils vont se déduire de mes revenus. Finalement, je fais une super opération sur cet élément-là, en payant seulement 7 000 balles pour une chambre supplémentaire. Et ça, c'est un truc important, c'est-à-dire que justement, vis-à-vis des artisans, aujourd'hui, vous avez tendance parfois à demander des choses, ils vont vous dire non, c'est trop cher, ne prenez pas en compte ce qu'ils vous disent. C'est pas parce que eux ils ont l'impression que c'est cher ou que ça sert à rien qu'en réalité ça ne sert à rien. Là la preuve était que c'est vrai que ça peut paraître cher dans une ville comme ça de payer 7 000 balles pour une pièce supplémentaire, mais en fait c'était hyper intéressant pour moi et hyper rentable. Donc pour vous parler de chiffres sur cette opération, 65 000 € d'achat, 65 000 € de travaux, ok, et aujourd'hui l'ensemble est loué environ 1 700 € par mois. Donc on est à 130 000 €, allez même 140 000 € on va dire avec les frais de notaire. Et on est à 1 700 € par mois. Donc là, je me suis dit, ah ouais, là j'ai fait quand même une super opération. Et finalement, la première, bah, je dis pas que je regrette, mais je me dis, putain, je me suis bien fait avoir, quoi. C'est-à-dire que j'aurais dû négocier bien mieux que ça, finalement. Et là, je me suis dit, attends, mais je vais continuer, il y a quand même des choses à faire, quoi. Et c'est pour ça que du coup, tous les 6 mois, j'ai racheté un immeuble. J'ai racheté un immeuble, et toujours avec des travaux, d'accord. Celui d'après, pour vous donner une idée, c'est un peu le même principe. On avait, à la base, il y avait 2 appartements T4, d'accord, 2 appartements T4, un bureau, d'accord, un grand bureau qui devait faire 65 mètres carrés, une maisonnette et un grand hangar qui faisait peut-être 500 ou 600 mètres carrés. Et ça, c'était en vente 180 000 € à un moment donné. Avant que je le visite, j'avais repéré moi sur internet, mais j'avais pas tilté là-dessus. Et puis un jour, l'agence immobilière me recontacte en me disant, ouais Guillaume, celui qui m'avait vendu mon premier immeuble, enfin mon deuxième immeuble, pardon, celui qui avait été avec travaux, me contacte en me disant, mais Guillaume, écoute, là j'ai eu une grosse baisse de prix, il a 120 000 €, est-ce que ça t'intéresse? Du coup, bah, je suis allé le visiter. Je suis allé le visiter directement avec l'artisan. Donc, pour vous expliquer justement cette histoire d'artisan, vous allez me dire, mais comment tu as fait pour rencontrer ce premier artisan? Parce que c'est ça qui est compliqué aujourd'hui, c'est rencontrer son premier artisan. Moi, je suis quelqu'un qui a eu beaucoup de chance en fait. C'est-à-dire que j'ai rencontré un artisan un jour, lors de la première visite de cet immeuble avec travaux, qui m'a été présenté par l'agence immobilière, et ça s'est très bien passé. Il m'a fait un chiffrage, les travaux sont bien passés, il a tenu son budget, et moi j'étais conducteur de travaux, donc je savais que c'était compliqué de faire tenir un budget finalement à une entreprise. Donc j'ai dit, bah, ok, banco, on continue, on fait un deuxième projet. Et là, donc je vais visiter directement avec lui ce deuxième immeuble. Et donc on visite, on imagine des plans, je lui dessine sur un bout de papier ce que je veux faire. Là je dis, voilà, il y a un T4, là je veux faire 2 T2, le bureau je veux faire un T3, la maisonnette au fond je veux l'aménager, etc. Et là, on va manger. Et là il me dit, bon bah écoute Guillaume, je fais mes calculs, pop pop, sur un bout de papier, il me dit, ben il y en a pour, je crois que c'était 90 000 €. Je dis, bon bah écoute, 90 000 €, je fais mes calculs. Et il me dit, de toute façon Guillaume, si tu le prends pas, moi je le prends. Mais bon, c'est mon client, donc bien sûr tu as la priorité. Donc là, bon, je me dis ok, je fais mes calculs. Et là je fais une offre finalement à l'agence immobilière à 90 000, donc 30 000 € en dessous. Et elle me dit ok. Donc je l'ai acheté 90 000 au lieu de 180 à la base. Et là où c'est plus fort, c'est que la grange, l'artisan me l'a racheté 30 000 €. Donc au final, la grange que je n'avais pas du tout estimée moi dans mon calcul de rentabilité, je l'ai revendu 30 000. Donc tout cet ensemble-là, finalement, je l'ai acheté que 60 000 €. Okay. Et en plus, le petit truc, c'est que mes 30 000 € qui ont été vendus après mon prêt, ben, je les ai récupérés et je n'ai pas remboursé mon crédit avec. Voilà. Donc, donc pour la petite histoire, finalement, donc 60 000 € d'achat, 90 000 € de travaux, donc 150 000 € en gros au total. Et aujourd'hui, c'est loué à peu près 2 500 € par mois. Donc, voilà, c'est absolument énorme. Enfin, je me disais, mais j'arriverai jamais à retrouver ça. Et depuis, c'est compliqué. J'en trouve moins. En tout cas, pas avec ces rentabilités-là. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que j'ai eu, comme je dis, de la chance, certaines choses, et je suis arrivé aussi au bon moment vis-à-vis de l'artisan. C'est-à-dire que j'avais un artisan qui avait des prix très compétitifs. D'accord ? Quand je l'ai rencontré, il était auto-entrepreneur. Il bossait tout seul. C'est là qu'il m'a fait mon premier immeuble. De suite après, finalement, il a commencé à embaucher du monde pour faire mon deuxième immeuble. Et aujourd'hui,
il est en redressement judiciaire, ça se passe mal, il a eu un gros problème d'organisation, si vous voulez, il n'a pas calculé ses charges et il s'est fait exploser, quoi. Donc j'ai eu de la chance dans le sens où j'ai pu l'utiliser pendant un certain temps. Ça m'a profité à moi plus qu'à lui. Et aujourd'hui, je sais que les prix que j'ai eu finalement pour la rénovation de ces appartements, je ne suis pas sûr que je pourrais les retrouver. Pas avec quelqu'un finalement qui a une société bien gérée, avec des prix sur lesquels le mec gagne bien sa vie, etc. Donc c'est compliqué aujourd'hui. Alors je ne dis pas qu'on ne peut pas faire du 12% ou du 13%. Ce que je dis qu'aujourd'hui, c'est que faire du 16 ou du 17%, sans avoir des super prix en termes de travaux, c'est complexe. Même on a beau avoir la possibilité de négocier tout ce qu'on veut en termes de prix d'achat, derrière, la problématique des travaux, elle est énorme. C'est-à-dire que si derrière, vous faites pas de vraies consultations, si vous ne faites pas de comparaison d'entreprise, si vous n'analysez pas les devis, vous allez vous faire exploser, c'est sûr, et vous n'arriverez pas à avoir des rentabilités qui soient vraiment intéressantes. Et plus vous allez avoir en plus, si vous voulez être clean et hyper clean par rapport justement à toutes les normes, par rapport à l'électricité, par rapport aux ventilations, si vous voulez tout réisoler, les doublages extérieurs, si vous voulez refaire les isolations des plafonds pour l'aspect phonique, toutes ces choses-là, vous allez avoir de grosses difficultés. C'est vrai que depuis ce moment-là, on s'est dirigé de plus en plus finalement vers des produits sur lesquels il y avait un peu moins de travaux. D'accord ? Parce que là, on a quand même, finalement, on a fait une découpe d'appartements, on a transformé des bureaux en T3, il y avait un atelier au fond, où vous avez de la terre battue, on a créé une maison, donc on a fait vraiment des travaux très très lourds. Et je sais que j'aurais eu au moins le double en termes de prix si j'étais aujourd'hui en train de faire ces consultations. Donc c'est pour ça que je suis parti sur des projets différents. Je suis parti sur des projets finalement sur lesquels il y a beaucoup moins de travaux, okay. C'est-à-dire que par exemple les murs extérieurs sont déjà isolés, les plafonds potentiellement sont déjà isolés, l'électricité, bon, elle n'est pas parfaite, mais on va dire que déjà il y a des disjoncteurs, il n'y a pas des fusibles, bon, toutes ces choses-là, il y a la terre, donc ça va être beaucoup de gros rafraîchissements, c'est-à-dire on refait tous les sols, on refait toutes les cuisines, on refait la plomberie éventuellement, on refait les salles de bain, voilà, c'est une grosse décoration, mais ça, je veux dire, sur ces postes-là, surtout si vous, je pense, vous débutez sur l'investissement IMO avec travaux pour de l'immeuble, ça permet aussi de commencer plus sécure. Vous aurez, entre guillemets, un peu moins de surprise sur un rafraîchissement. Même si vous allez me dire, ouais, mais si je parle de rien, au moins, je parle de rien et je refais tout. Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas, je vais pas avoir de surprise sur un mur s'il n'y a pas de mur, on est d'accord. Mais néanmoins, on a tellement de possibilités, de problématiques sur des travaux, que faire simplement un rafraîchissement, et que si vous avez que, je sais pas moi, 10 ou 15 000 euros de travaux finalement sur la rénovation d'un appartement, même si vous imaginez que vous avez 10 ou 15% d'aléas, c'est pas pareil que si vous avez un immeuble où il y a 200, 300 000 euros de travaux, sur lesquels vous avez 10% d'aléas, forcément c'est pas du tout la même chose. En termes de ratio, on n'a pas du tout les mêmes ratios. Donc ça c'est quand même relativement compliqué, et puis il y a la problématique de suivi de travaux derrière. C'est-à-dire que sur un rafraîchissement, quand vous faites des sols, vous faites des peintures, vous faites une cuisine, vous êtes tous capables aujourd'hui de dire, bon, est-ce que le sol, il a l'air droit, est-ce qu'il a l'air propre, est-ce que la cuisine a l'air bien posée. Après, je ne dis pas que c'est parfait, mais je dis juste que vous serez davantage me dire, plutôt que me dire, est-ce que le mur il y a suffisamment d'isolant.